Septième sens, l'ODJ TV Radio, format de débat censé donner du sens au sens. Aujourd'hui avec Salah Beina, enseignant-chercheur, expert en transfo, pour rester bien branché, connecté digital, et en intelligence artificielle. Salah Beina, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Profil idoine, et on ne pouvait pas avoir mieux comme profil aujourd'hui avec vous, par rapport à, pour revenir en détail sur ce qui s'est produit au niveau, sur le terrain technologique mondial, avec, on ne sait pas si on doit qualifier ça de revers politique et technologique pour Donald Trump et la nouvelle administration de Trump, ou saluer le coup de maître de la Chine par rapport à ce qui s'est passé avec le géant américain qui a été supplanté par un autre géant, on peut le considérer comme géant chinois. En fait, c'est de la technopolitique. Aujourd'hui, le politique change la techno et la techno change la politique. Et je pense que ça décrit bien l'époque dans laquelle on vit. C'est-à-dire que par rapport à ce qui s'est produit en début de semaine, c'était lundi, avec même s'il y a un petit décalage horaire, pas que technologique, c'est-à-dire voilà, ce qui s'est produit au niveau des États-Unis d'Amérique, Donald Trump qui venait d'annoncer le méga projet massif Stargate, plus de 500 milliards de dollars, et qui se fait dépasser par une start-up, l'entreprise technologique chinoise, qui, elle, n'a investi que quelques millions de dollars. Est-ce que ça c'est le sens de l'histoire? Est-ce que il faut se dire, voilà, la nouvelle guerre technologique, mais ça va être aussi des coups, du coup par coup, ou est-ce que c'est la Chine qui réaffirme sa puissance, voire son hyperpuissance technologique? À vrai dire, en fait, la question pour laquelle on n'aura pas de réponse, c'est est-ce que DeepSeek a été prévu avant l'annonce des 500 milliards de dollars de Trump. C'est-à-dire que probablement que ça fait quelques mois que les Chinois DeepSeek travaillent sur ce nouveau modèle et cette nouvelle appli, mais l'annonce il y a une série d'annonces qui ont accompagné la sortie de DeepSeek. Ça a été tout de suite le coût, l'architecture, le montage, l'investissement, et c'est là où effectivement les Américains ont compris qu'ils avaient une stratégie, mais que ce n'était pas forcément la seule, et les Chinois pouvaient offrir une alternative. C'est après qu'on a commencé à comparer les deux modèles, celui d'OpenAI et celui de DeepSeek, et on s'est dit, c'est pas forcément celui qui investit le plus qui en tirera les meilleurs bénéfices. Est-ce qu'il faut retenir cette leçon-là? C'est qu'effectivement, c'est pas une affaire de milliards, mais ça peut être une affaire que de millions, entre guillemets, de dollars pour asseoir sa suprématie technologique? Ou est-ce que c'est le fait, en fait, aujourd'hui, on se dit, voilà, ben c'est l'hyperpuissance chinoise, très silencieuse, mais extrêmement efficace? En fait, toutes les leçons sont à prendre. D'abord, alors qu'on pensait que le modèle de l'IA générative était un modèle très coûteux, beaucoup d'investissements, des microprocesseurs Blackwell, GPU de chez Nvidia. D'ailleurs, Elon Musk en avait acheté 100 000. Il avait acheté 100 000 Blackwell qui coûtent 90 000 dollars chacun. Donc, même Elon Musk aujourd'hui pourrait se dire... il y a peut-être moyen de faire avec beaucoup moins cher pour avoir la même chose. Donc ça d'une part. D'autre part, le coût, on va dire politique, le positionnement sur l'échiquier technologique très high-tech de l'IA générative. La Chine était considérée comme un satellite du sujet, même si ça fait quelques années quand même que le combat États-Unis-Chine a pris place. Aujourd'hui, la Chine se positionne comme un réel compétiteur et le combat qui commence en 2025, qui est le leader mondial de cette IA générative? Il y a un modèle américain, maintenant on le sait et c'est clair, il y a un modèle chinois. Aussi puissant? Est-ce que le modèle chinois, selon vous, Salah Beina, est aussi puissant que le modèle technologique américain qu'on nous a présenté, ne serait-ce que sous le couvert et sous le voile de Stargate? Si vous considérez qu'il est 10 fois moins cher, voire même plus, moi je dirais que à compétence égale, il est plus puissant. Plus puissant? Ah oui. Plus puissant parce qu'il a démontré qu'effectivement, sur la nouvelle application, téléchargement, parce que c'est quand même incroyable, alors c'est vous le spécialiste et l'expert, c'est-à-dire asseoir une application, concevoir une application technologique, Apple Store, qui a été la plus téléchargée sur une plateforme américaine. Moi, je parlerai au-delà de l'application, parce que l'application ne fait que faire appel au moteur qui se trouve derrière et au modèle qui, lui, est open source. Donc, il y a l'histoire de l'open source. N'importe quel organisme peut télécharger, tester, fabriquer des solutions sur la base du modèle DeepSeek. Ça, d'une part, donc open source, et surtout, qui est moins gourmand
en ressources qu'on peut faire tourner sur des machines moins puissantes. Et donc, toute l'infrastructure, toute la logique, je rappelle tout juste qu'il y avait un chiffre qui a circulé à un moment donné, c'est que pour l'Europe, en tout cas la France, 75% des data centers que possède la France ne sont pas compatibles avec l'IA générative. Ça, c'est ce qu'on avait dit à une époque. Maintenant, la question qui se pose, c'est quelle IA générative? L'américaine, peut-être pas, mais la chinoise est une option. Et en même temps, Stargate, sur les data centers, Stargate prévoit la construction et la création de 20 data centers massifs pour répondre aux besoins et aux attentes de Stargate. Est-ce que là aussi, vous pensez que les Américains et que les géants du net vont faire une petite pause technologique pour se dire, effectivement, ces data centers, on n'a peut-être pas forcément besoin d'investir aussi massivement? En fait, quand vous dites data center, vous dites d'abord infrastructure IC, mais aussi infrastructure énergétique qui les alimente. On cache que derrière chaque data center, il y a une mini centrale nucléaire qui tourne, probablement même pas mini, bien bonne, bien grosse. Et donc, aujourd'hui, le modèle américain, gourmand en infrastructure, gourmand en énergie, il a face à lui un modèle, on va dire low cost, il faudra l'appeler comme ça, low cost, pas très gourmand en énergie, et qui produit la même performance. Donc why not? Pour vous, les Américains, ils vont continuer sur leurs data centers qui sont hyper gourmands, où c'est de l'argent qu'on crame et qu'on brûle, et puis hyper polluant. Vous pensez qu'ils vont réajuster l'offre et le modèle en matière de data center dans le cadre du projet et de la vision Stargate? Polluant, apparemment, ce n'est plus un souci pour les États-Unis parce que sur le retrait de l'accord de Paris, ils commencent à sortir des accords, ils commencent à sortir et à se dire finalement le changement climatique, c'est même peut-être pas une vérité. Alors polluant, c'est pas leur souci, mais très gourmand en milliards de dollars, il est comme ça le modèle américain. Et maintenant, à part si l'objectif c'est vraiment de brûler de l'argent, non, il y a une option, il y a peut-être d'autres options. Et d'ailleurs, on l'a constaté quand l'annonce de DeepSeek et ses performances ont été publiées, d'ailleurs les articles sont accessibles, etc. Nvidia a perdu en début de semaine 500 milliards de dollars. 567 milliards de dollars, effectivement. Toute cette industrie qui s'est montée sur de la spéculation, Nvidia est leader mondial des semi-conducteurs et de la technologie, parce que effectivement ils avaient des GPU ultra performants, c'était les seuls qui étaient capables de pouvoir tourner des modèles surpuissants. Aujourd'hui, Nvidia peut se faire concurrencer par des fabricants de puces moins performantes, certes, mais pourquoi faire aussi performant s'il y a des modèles moins gourmands? En tout cas, DeepSeek, c'est selon le coût d'investissement de ce qui a révolutionné, ou en tout cas qui a mis par terre les géants du net de la Silicon Valley, c'est 5,6 millions de dollars. Voilà. En même temps, suite effectivement, parce que la bourse donc a dévissé aux États-Unis, le géant américain a perdu, je crois qu'il y a une décote autour de 17 ou 18% de pertes. Jusqu'à hier, c'était 18%. 18% net. Donald Trump, donc le nouveau locataire de la Maison-Blanche, a fait cette déclaration sur laquelle je souhaiterais vous faire réagir. Salah Beina, dixit, donc Donald Trump, au lieu de dépenser des milliards et des milliards, il vaudrait mieux dépenser moins avec un peu de chance, arriver au même résultat. Et il s'adressait aux industriels technologiques de la Silicon Valley. Est-ce que ça veut dire que Donald Trump, tout de suite, il a capté le message en disant ça ne sert à rien d'investir des milliards et des milliards. Ce qui est important, c'est de pouvoir optimiser son investissement pour un maximum d'efficacité. Donald Trump est un investisseur, est un businessman, donc il ne comprend pas beaucoup la technologie, mais il investit. Jusque-là, on lui proposait un modèle, comme je vous disais, américain à base de milliards de dollars, et donc c'était la seule issue possible au niveau mondial. On ne savait pas comment faire avec moins d'argent. Donc il investissait dans le seul modèle qui était disponible. Aujourd'hui, les signaux qui viennent de Chine montrent qu'il y a une autre piste, et donc lui, en businessman très intelligent, il va savoir peser le pour et le contre, et donc probablement s'entourer, mais différemment aussi. Donc en fait, est-ce qu'il y aura du coup un avant et un après par rapport à ce qui s'est produit avec Nvidia, qui est leader mondial géant californien de la semi-conducteur et de l'IA générative, se dire voilà, il y aura nécessairement un avant et un après, parce que en pleine compétition et guerre technologique américano-chinoise, ce qui vient de se produire là va laisser des traces. De toute façon, il y a eu Stargate et il y a eu un avant et un après Stargate. C'est juste une annonce, c'est un effet d'annonce
ça a changé le regard mondial sur cette technologie, qu'est-ce que ça apporte, quels sont les investissements, pourquoi c'est aussi coûteux, etc. DeepSeek est tombé une semaine plus tard et il y aura effectivement un avant et un après DeepSeek et les annonces chinoises parce que, comme je vous disais, on imaginait le monde jusque-là avec un monopole des GAFAM sur en tout cas les big tech, sur la technologie. Les Chinois, certes, ils travaillaient en laboratoire, on savait qu'ils étaient... L'histoire de l'IA générative, ça allait travailler quand même depuis un moment. Maintenant, ils ont ramené un produit. D'abord, on a parlé de ses performances et de ses qualités, mais surtout, ils l'ont rendu disponible gratuitement. C'est-à-dire que... C'est une application qui est gratuite en termes de téléchargement sur l'Apple Store. Oui, l'application est gratuite, mais ça, même l'application de ChatGPT est gratuite, mais il n'y a pas de modèle abonnement. C'est-à-dire que vous utilisez DeepSeek, vous créez un compte, certes, mais vous ne payez rien du tout. C'est une application où la consommation est gratuite. Et le modèle économique, en matière de retour d'investissement, quand on a la possibilité de télécharger gratuitement, où est-ce qu'on gagne sa vie, où est-ce qu'on gagne de l'argent? De toute façon, même avec des modèles payants, et je parlerai des modèles ChatGPT et autres, on ne gagne pas sa vie avec $20 par mois. C'est-à-dire que OpenAI est une entreprise qui brûle beaucoup d'argent, qui n'en gagne pas beaucoup. Donc les Chinois... est-ce qu'ils ont investi? Oui, pas autant que les Américains. Est-ce que leur modèle, c'est gagner de l'argent directement auprès de l'utilisateur? Je pense que dans un premier temps, leur premier challenge, c'est d'abord freiner l'élan technologique américain et le bousculer. C'est fait. C'est se faire une place au soleil dans la technologie et redorer son image de marque. Donc c'est beaucoup de réputation. Je pense que ça va être fait. La rentabilité économique, je pense que du côté chinois, elle est moins pesante parce que les montants investis ne sont pas les mêmes. Donc c'est un branding gagnant pour la Chine avec le coup DeepSeek. C'est du rebranding technologique de très haut niveau. Est-ce que ça veut dire aussi, parce qu'on l'avait entendu Donald Trump s'exprimer lors de son double discours d'investiture, il avait fait référence à TikTok, il y avait toute la justice américaine qui avait décidé de suspendre TikTok aux États-Unis. Donald Trump avait repris un peu le dossier en main en accordant, une espèce de sursis technologique à TikTok, en disant aussi, si vous voulez rester, il faudra aussi que nous rentrions dans le capital et non pas un intéressement au chiffre d'affaires de TikTok. Avec ce qui vient de se produire là, est-ce que ça change la donne ou pas? Parce que on avait le regard focus sur la guerre américano-chinoise technologique que sur TikTok en termes d'appli. Est-ce que là, le regard est différent? Non, pas que sur TikTok. Moi, j'aimerais rappeler que pendant le premier mandat de Donald Trump, l'ennemi, c'était la 5G et c'était Huawei. Donc, il faut avoir un peu de mémoire pour se souvenir que Donald Trump était dans cette logique bataille sino-américaine depuis maintenant plus de 10 ans, parce qu'il avait arrêté l'installation des antennes 5G aux États-Unis. Il avait même forcé que les Européens, en tout cas certains Européens, suivent cette logique et donc qu'on freine la technologie 5G chinoise. Je pense que là, le revers vient d'arriver des États-Unis, de la Chine, pardon. La Chine vient de montrer au monde qu'il faut peut-être freiner l'investissement dans la technologie IA américaine. Donc ça fait un partout. Sauf qu'en même temps, ça l'amène un partout, balle au centre. C'est ce qu'on dit pour les sportifs et pour les amateurs de foot. Mais en même temps, on doit s'attendre à une revanche ou une réaction, en tout cas, me semble-t-il, américaine. Je vois difficilement en fait Donald Trump, Elon Musk, même si on reviendra effectivement sur l'absence notable d'Elon Musk à la fois sur Stargate et puis à la fois, il n'a pas pris la parole d'ailleurs sur ce qui vient de se produire avec DeepSeek. Mais est-ce que les États-Unis d'Amérique ont les moyens, selon vous, ils vont devoir réagir très rapidement parce que c'est peut-être un affront qui est vécu par Donald Trump? Moi, je pense qu'il faut avoir le sang-froid et le temps pour observer ce qui se passe parce que l'histoire de l'IA et les Chinois et les Américains, c'est pas nouveau. Je rappelle que l'un des premiers effets de com de l'intelligence artificielle, c'était le jeu de Go, où Google et donc le camp américain avait porté une solution qui était AlphaGo pour battre des Chinois, des champions du monde chinois, sur un jeu chinois. Donc ça, les Chinois l'ont perçu comme un premier affront.
Et donc, c'est une longue bataille. Il y a eu le Go, il y a eu aujourd'hui DeepSeek, c'est une nouvelle action sur le marché. Il y a eu ChatGPT un peu avant. Et donc, il faut avoir le temps pour observer. C'est une bataille qui ne se gagnera pas en quelques mois. C'est la bataille du 21e siècle qui est bien lancée en ce moment. On faisait référence à Elon Musk, absent de l'écosystème, de toute la com à l'américaine gigantissime lors de la présentation de Stargate et les 500 milliards de dollars d'investissement, en tout cas annoncés. Quelle est votre lecture à ce niveau-là? Est-ce que on s'est dit, on a du mal à comprendre pourquoi Elon Musk n'est pas à côté, à droite ou à gauche ou à la gauche de Donald Trump? Et par rapport à DeepSeek et ce qui vient de se produire là, est-ce que du coup il se frotte plus les mains que ne se frottent les mains les initiateurs et les artisans de Stargate? Alors, le binôme Trump-Musk est assez intéressant à étudier parce que ils ne sont pas forcément d'accord sur tous les points. Ça arrive qu'ils aient des points d'entente et donc on les voit présents tous les deux. D'ailleurs, ça a été le cas pendant toute la période des élections de Trump où Musk était parfois même le seul allié de Trump. Moi, je pense que s'il n'y avait pas eu la plateforme X, Trump aurait eu beaucoup de mal à remporter ses élections. Donc X a été la plateforme qui a porté une bonne partie des électeurs, de la communauté et des messages de Trump. Et donc, il a quand même gagné grâce à Musk, ce qui explique que il lui doit quand même quelque chose. Et Musk va profiter de cette période Trump. Par contre, Trump aussi, enfin politicien, ne va pas s'entourer que de Musk. Il va aussi montrer que Musk n'est pas irremplaçable. Et c'est là où il va se positionner aussi auprès de ce qu'on peut appeler les anciens amis, mais les nouveaux ennemis de Musk, Altman par exemple. Parce que je rappelle que Musk et Altman, ils ont commencé ensemble. C'est une relation. Ouais. C'est une relation qui a commencé dans OpenAI parce que ils ont créé un peu le projet ensemble. Mais par la suite, Musk a créé la scission au sein d'OpenAI. Il est sorti. Et depuis qu'il est sorti, il n'arrête pas de reprocher beaucoup de choses à la stratégie OpenAI, notamment que au départ OpenAI devait être une entreprise pas forcément commerciale, donc avec un grand bagage, on va dire non-profit. Mais Altman en a fait une machine de rentabilité qu'il n'a pas réussi à trouver. Donc il y a une certaine, on va dire, animosité entre les deux. Animosité entre les deux, arbitrage de Donald Trump pour Stargate, c'est Altman, c'est pas Elon Musk. Il s'affichera tantôt avec celui-là et tantôt avec l'autre parce que Trump, comme je vous ai dit, comme il n'est pas le cerveau technologique de cette bataille, il voudra avoir les deux avec lui. Mais est-ce que ça veut dire qu'Elon Musk, selon vous, il se frotte plutôt les mains par rapport à ce qui vient de se produire avec DeepSeek qui met à genoux les géants de la tech, parce qu'on peut dire ça, on peut dire, non, je sais pas si, est-ce qu'on peut dire que DeepSeek a mis à genoux les géants de la tech de la Silicon Valley? Je ne sais pas si le genou il a touché le sol, mais il y a eu un fléchissement en tout cas. Mais il y a eu un fléchissement, mais ça fait les affaires de Elon Musk, selon vous? Musk était content quand Donald Trump avait annoncé les 500 milliards d'investissement et Stargate. Enfin, il était content un peu avec un peu de sarcasme. Parce qu'il avait lancé à Altman, vous n'avez pas les 500 milliards d'investissements. Donc, il était déjà dans la confrontation. Alors là, quand il voit arriver les Chinois et DeepSeek, il doit sourire, si c'est pas pleinement, à moitié. En tout cas, politiquement, est-ce que d'un point de vue technologique, Monsieur Tesla, Monsieur SpaceX aussi se dit peut-être que les Chinois sont aussi capables de me faire à moi ce qu'ils viennent de faire aux géants de la tech, et notamment Nvidia, leader en semi-conducteurs IA. Technologiquement, la tentation est là, parce qu'en fait, oui, il va être tenté d'aller voir les Chinois, mais politiquement, il ne pourra pas, parce que Trump reste quand même le grand ennemi des produits chinois et de la politique chinoise. Donc, s'il va vers les Chinois sans accord, sans acquisition, sans achat, sans cadre, il risque de se griller auprès de Trump. Donc, il va falloir le jouer vraiment très touchy. Mais là, est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui avec une politique et technologie et politique, avec l'administration de Donald Trump, son deuxième mandat, au cœur du projet et de la vision politico-américaine?
comme je le disais, ça a commencé dans le premier mandat. On vit dans une époque où la technologie est partout. Elle fait le business, mais elle fait aussi la politique. Moi, je citerai peut-être une citation du patron de Netflix qui disait il faut qu'on s'occupe de HBO avant que HBO s'occupe de Netflix. Je pense qu'aujourd'hui, entre tech et technologie, il faut que, avec toutes les problématiques de régulation, la position européenne, etc., les big tech sont dans une logique. Il faut que la technologie s'occupe de la politique avant que la politique ne s'occupe de la technologie. Dérégulation, vous avez dit, employé le terme sur lequel je voudrais rebondir, Salah Benna. En tout cas, le projet politico-technologique de l'administration de Donald Trump, c'est l'hyper-dérégulation. Est-ce que ça va être, c'est effectivement une force de frappe qu'ont les Américains par rapport au reste du monde? La régulation fait mal à l'IA, notamment. Elle fait mal à d'autres choses, mais elle fait mal à l'IA, des fois dans le bon sens du terme, parce que est-ce qu'on est obligé d'aller vers l'IA sans prendre en considération l'impact énergétique, sans prendre en considération l'impact climatique, sans prendre en considération la protection des données personnelles? On est dans une semaine où, en fait, le 28 janvier, qui est la journée mondiale de la protection des données personnelles, l'IA coûte que coûte, sans prendre en considération toutes les préoccupations légitimes de la vie humaine et sociétale, ça va poser des problèmes. L'Europe s'est positionnée pendant un certain temps justement sur ces questions de régulation. Il y a eu le AI Act voté par la Commission européenne. Et donc, partir comme ça, sans régulation, ça va faire un monde pas forcément très joli à voir. Est-ce que c'est pas ce monde-là qui est face à nous aujourd'hui, avec une vision futurologique, futur et technologique, donc futurologique, où effectivement c'est une redéfinition de la liberté d'expression. On a vu le CEO de Meta, Mark Zuckerberg, annoncer le fait que c'est la fin du fact-checking, donc chacun pourra dire ce qu'il pense, ce qu'il veut, quand il le souhaite sur les plateformes technologiques. Est-ce que c'est pas ce projet politique qui est face à nous aujourd'hui, que certains ne voient pas et que certains font mine de voir? Non, en fait, c'est pas ce que dit Zuckerberg, même si ça a été annoncé comme étant la fin du fact-checking, et même sur là, on peut déjà observer que sur X, qui est la première plateforme à avoir mis en place un système communautaire de validation, ce qui fait que pas forcément les journalistes et les experts n'ont pas forcément la meilleure parole, on va dire, dans cet espace, et donc de simples citoyens, s'ils sont plus nombreux que les autres, vont pouvoir imposer leur vision du monde. Même dans des espaces comme ça, on a compris que c'est une certaine liberté d'expression, c'est-à-dire c'est la liberté d'expression qui va dans le sens d'Elon Musk et de Trump. Si on est dans le on va dire la partie d'en face, on va se retrouver bloqué, exclu, on perd les abonnés, on perd la validation, etc. Et donc du coup, Salah Benna, est-ce que le risque, c'est pas de se dire cette compétition technologique américano-chinoise, en fait, ça va être surtout, et ça va se traduire par des soubassements purement politiques. C'est-à-dire une vision du monde, de cette notion de liberté. On voit Elon Musk, principal soutien des partis d'extrême droite au niveau de l'Union européenne. Je pense à l'Allemagne ou l'Angleterre. D'ailleurs, l'Allemagne, il y a des élections extrêmement importantes au mois de février. Est-ce que là, on n'est pas face à ça? En fait, aujourd'hui, tout le monde s'est dit que c'est une guerre de tech, purement technologique, mais c'est d'abord une guerre de vision politique. Non, c'est pas une guerre de tech. C'est une guerre de la tech qui s'est immiscée dans la politique. Aujourd'hui, on peut faire un constat très simple. Si les réseaux sociaux sont un outil pour parler directement aux populations et contrôler les avis des populations. Et quand je dis les populations, pas forcément les nôtres, les populations étrangères. Alors que jusque-là, avant l'apparition de ces plateformes, aucun président, gouverneur, gouvernement, aucun grand de ce monde ne pouvait s'adresser aux populations d'un pays voisin. Et on voit ce qui se passe, ce qui s'est passé dernièrement avec le Canada, avec Greenland, avec le Panama, etc. On peut faire passer des messages et voire même monter des vagues uniquement en contrôlant les plateformes. Et donc Trump, en bon politicien, va vouloir tirer profit de cette opportunité de parler aux populations, de contrôler les populations, y compris si c'est contre leur propre gouvernement. Et donc, du coup, les conditionner.
Est-ce qu'on va se retrouver aujourd'hui, on est plus de 8 milliards sur Terre, et puis il y a une croissance démographique qui va faire qu'on va monter en charge, où en fait, effectivement, il y a un vrai danger qui pèse aujourd'hui sur le devenir des consciences, des cerveaux, du mode de fonctionnement de l'ensemble des populations, notamment chez nous. On est passé par une technologie à but commercial, et donc l'IA utilisée pour vous recommander des produits, pour vous recommander des films, etc. Ça, c'était une époque, et je pense que c'est une époque qui continue d'être là. Les exemples que j'ai cités continuent d'exister, mais aujourd'hui, on est sur des projets qui contrôlent l'opinion, les avis, l'intention des citoyens, et donc ça n'a plus rien à voir avec une présence commerciale dans un pays ou dans l'autre, mais avec un pouvoir politique. Donc une vraie influence politique aujourd'hui, l'intelligence artificielle générative, quelles que soient les générations, on est face aujourd'hui à une vraie vision et un vrai projet politique. Générative ou pas, mais effectivement, c'est une vraie vision d'imposer une certaine politique, y compris chez les ennemis, chez les concurrents, chez les autres. Est-ce que ça veut dire que pour chez nous, notre pays, un pays en développement, une nouvelle stratégie Morocco Digital 2030, l'annonce qui a été faite par Abdel Fouabi, ministre de la Justice, d'instaurer dans les prochaines semaines ou les prochains mois, bon là il faut qu'il se dépatouille déjà la Moudawana et du code pénal, mais ensuite passer pour l'instauration d'un cadre juridique encadrant l'intelligence artificielle pour éviter ou contrer en tout cas tout ce qui peut être diffamation sur les réseaux sociaux. Est-ce que là ça remet aussi tout en cause et qu'il va falloir peut-être qu'il revoie sa copie et son approche? Non, je pense que de toute façon, les réseaux sociaux ne sont pas une no-laws land. C'est pas un territoire où il n'y a pas de loi. Les lois qui s'appliquent dans la vraie vie s'appliquent dans le monde virtuel, tout simplement parce que une diffamation dans le monde réel peut amener à des poursuites judiciaires. Une diffamation dans le monde virtuel peut aussi amener au même. Mais ça l'a bien, j'ai envie de vous dire, quand on a le CEO de Meta, Mark Zuckerberg, qui dit plus de fact-checking, donc il n'y a plus de filtre en fait sur les réseaux sociaux, ça veut dire que quelque part aussi sa responsabilité ne sera plus engagée sur si effectivement il y a des posts qui sont postés et qui peuvent avoir un caractère diffamateur. Donc comment à la fois dérégulation des géants du net, et puis en même temps vous dites mais dans les États aussi, à l'intérieur des États, ils pourront toujours se protéger face à des propos diffamatoires. J'éclaire peut-être juste sur les propos de Mark Zuckerberg. C'est plus de fact-checking sur les opinions, sur les avis. C'est-à-dire, je peux aller sur les réseaux sociaux et dire la Terre est plate et aucun système de régulation ne va me dire non, tu te trompes, on a déjà démontré que la Terre... Ça, c'est un avis. Ça, si je vais sur les réseaux sociaux et que je dis que Salah Beina et j'invective avec des mots accusateurs, est-ce que c'est la même chose? Non, mais ça c'est pas la modération de la plateforme qui devrait venir faire quoi que ce soit. Si je me sens touché, si je me sens ciblé, je peux toujours porter plainte. Et recourir à la justice, en fait. Avoir recours à la justice. Et de toute façon, la plateforme, elle, réagira si la communauté décide que c'est exactement ce qui se passe aussi sur X. On prend l'exemple de X parce que c'est la seule plateforme qui a apporté cette façon de gouverner, c'est de dire, moi je suis pas responsable des avis, je ne suis pas responsable de contrôler les informations. Par contre, Zuckerberg a clairement annoncé que tout ce qui est délit, c'est-à-dire je ne peux pas venir vendre des armes ou faire l'apologie du terrorisme sans m'attendre à ce que la plateforme arrête mon compte, me bannisse définitivement ou appelle directement les flics pour venir voir mon cas. Juste un dernier mot, parce qu'on était sur Elon Musk, donc Starlink, c'est aussi une société dirigée par Elon Musk qui annonce qu'il devrait débarquer son satellite au Maroc. Je rappelle que Starlink relève de SpaceX, c'est avec un déploiement de son accès Internet par satellite. Est-ce que là, ça va changer les choses? Si oui, qu'est-ce que ça va fondamentalement changer d'avoir la possibilité d'avoir un accès Internet chez nous par satellite? Les satellites de Musk. Il y a deux choses. Starlink comme technologie, effectivement, ça a remis en question toute la logique déploiement des réseaux sur Terre, parce que on était dans une logique 4G, 5G, pylône, antenne, etc. Infraclassique, infraclassique, fibre, etc. Puis il y a Elon Musk qui vient avec cette idée folle de dire je vais mettre 3000 satellites autour de la Terre, des microsatellites, mais qui font que autour de la Terre, on a un réseau qui diffuse Internet
pour tout le monde, et donc ça permet d'accéder à des contrées lointaines, à des zones montagneuses où on n'a pas accès à Internet, etc. Donc, technologiquement, on va dire, la vision est sympa. Maintenant, l'autre, comme je vous ai dit... Le revers de la médaille. Le revers de la médaille, c'est que c'est Elon Musk qui déploie Internet chez vous. C'est-à-dire qu'aucun pays maintenant ne va pouvoir dire « je vais couper Internet ». Vous ne pouvez plus couper le service Internet. Alors qu'avant, vous avez un opérateur qui diffuse et donc on peut contrôler l'Internet qui passe par les opérateurs nationaux. Aujourd'hui, on a cette capacité d'un opérateur international, on va dire même planétaire, qui diffuse Internet pour tous les usages. Donc, il y aura du Starlink, même en Corée du Nord, pardon, en Corée du Sud aussi, mais en Corée du Nord aussi, si jamais Musk décide de le faire. C'est un défi pour les États. Bien évidemment, c'est un défi pour la gouvernance. Parce que on se souvient à une époque où la Russie voulait développer son propre Internet, parce que c'était le cadre classique du déploiement du réseau Internet. Aujourd'hui, vous avez le Internet planétaire de Musk qui va arroser tout le monde depuis les satellites. Donc, pas un sou installé sur Terre. Bien évidemment, il y a de l'infrastructure locale. On est aussi dans la pleine dérégulation américaine. D'accord? Donc, ces satellites, donc ça échappe aux États, ça échappe aux institutions et autres. Déjà, d'une part, d'avoir un accès à Internet par satellite. Deuxième, juste là-dessus, parce que je sais que vous maîtrisez parfaitement le sujet aussi. Est-ce qu'il y a un enjeu aussi, donc défi pour les États, un enjeu pour la data? Quand on sait que les géants de la Silicon Valley détiennent à peu près 90% de la data personnelle nous concernant, et c'est un peu la moyenne mondiale, est-ce qu'effectivement il y a un nouvel enjeu politique et économique sur la data après le fait qu'on pourra avoir accès à Internet via un satellite? Si je remets la chose dans son contexte global, aujourd'hui, posséder la data, c'est être capable de prédire, de posséder l'attention et l'opinion de la personne en question. Et donc, c'est pour ça que les géants du web se battent pour cette data. Maintenant, et d'ailleurs TikTok, le combat, on l'a pas cité, mais le combat TikTok, Facebook, parce que c'est comme ça que ça a commencé. Je rappellerai juste peut-être que c'est Mark Zuckerberg qui avait soufflé le premier à Trump qu'il fallait arrêter TikTok parce qu'il venait concurrencer. Et parce il captait de la data. Parce qu'il captait l'attention, surtout le cerveau disponible des citoyens américains qui échappaient à Facebook, mais qui étaient pris par TikTok. Et donc, c'est Zuckerberg qui a dit à Trump, à un moment donné, dans le premier mandat, qu'il fallait arrêter TikTok. D'ailleurs, vous avez vu que Trump a changé d'opinion pour faire mal à Zuckerberg, parce que c'était ça. Zuckerberg, et puis il a dit aussi publiquement lors de son discours d'investiture que TikTok lui avait permis aussi de gagner les élections, puisqu'il avait réussi aussi à séduire et à convaincre une partie de la jeunesse américaine qui avait voté pour Donald Trump grâce à TikTok. Il y a au moins 100 millions d'utilisateurs américains sur TikTok, donc c'est des votants, c'est des citoyens, on va pas s'en passer, sachant que la politique de Trump pour ces élections, ça a été tous contre les médias standards. Vous vous rappelez de Trump qui annonçait devant tout le monde fake news. Pour remonter à la Maison-Blanche, il s'est mis à dos tous les médias classiques. Traditionnels. Et il est passé par les blogs, par les vlogs, par les différents canaux de jeunes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a remercié son fils Barron, parce que c'est lui qui a piloté cette campagne sur les réseaux. Et donc, effectivement, il y a un enjeu data. On dit souvent que l'économie de la data, c'est ce qui décrit le monde dans lequel on vit. Je rappellerai juste que pendant la phase économie du pétrole, il y a des guerres qui se sont faites pour du pétrole. On n'est pas loin d'arriver à des guerres qui vont se faire pour de la data. Avec peut-être sous l'impulsion d'Elon Musk et de son Starlink. Mais il y a des va-t-en-guerre qui sont différents. On voit ce qui s'est passé dernièrement avec John Bolton, qui a été écarté de l'administration américaine. Ce qu'on appelait à l'époque de Bush les faucons de la politique américaine. Aujourd'hui, ils sont différents. C'est les géants de la tech qui sont va-t-en-guerre aujourd'hui. Ils sont transformés. Donc les va-t-en-guerre, les faucons d'hier, c'est les humanoïdes d'aujourd'hui. Exactement. Merci infiniment, Salah Beina, pour cet éclairage dynamique et surtout d'avoir donné du sens là où on a parfois du mal à trouver des sources pour mettre du sens dans aux choses, parce que tout va tellement vite que c'est important aussi de faire des petites pauses et d'avoir la possibilité aussi, au travers de ce format 7e sens, de mettre du sens là où il faut mettre du sens.
Parfait. Merci à vous et à très bientôt. Merci pour l'invitation. 7e Sens, à suivre sur la chaîne l'ODJ TV et à réécouter sur R212, la web radio des Marocains du monde.